Josia Sasa Asomba tuku tuku Adela Poli Papa Malalo The jeune bateau Papa la Saint-James Abomanga Arnaud Technologie Abomanga Sandra Kazadi Abomanga Abomanga Willem Moucheni Asomba tuku tuku Asomba tuku Clément Moubengaye Asomba tuku tuku Jean-Luc Moukopo Mafilo, Resto Filo Allez Pompon Papa Mourinho Megunzuka Comme une symphonie pleine de belles mélodies, cette journée a le goût du miel, car il nous vient du ciel. Il fait partie de ces jours inoubliables qui laissent des traces indélébiles dans nos esprits, dans nos cœurs et dans nos âmes. Chers maîtres, chers invités, chers amis étudiants, recevez nos salutations pleines de déférence. Le club d'histoire et à Simon-Pierre de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, en abrégé CHESP UAO, est né de la volonté des étudiants en histoire de mener à bien leurs études. Sa naissance fait suite au constat non réjouissant de la situation des étudiants en histoire, avec l'absence au sein du département d'histoire de bibliothèques, de centres de documentation, de cadres d'échange entre historiens. Est une association apolitique, laïque et structurellement liée à aucun syndicat. Son siège est au département d'histoire, situé au campus 2 de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Les objectifs et les buts du club sont les suivants. Dans un premier temps, regrouper au sein d'une même structure les étudiants du département d'histoire de l'université Alassane Ouattara, ainsi que tous ceux qui aiment la science autour de la recherche. En second lieu, créer et renforcer les liens d'amitié, de solidarité, d'entraide entre les adhérents d'une part, l'administration et les autres structures agissant dans le même cadre, contribuer fondamentalement à la vulgarisation de l'histoire. Le club fonctionne de la manière suivante. Le principe de base de fonctionnement du club est la démocratie. Cela sous-entend que la liberté de discussion est totale au sein du club. Dans un second temps, chaque adhérent participe à la vie du club tout en exprimant ses opinions, ses critiques et suggestions. Toutefois, toute décision prise à la majorité simple devient exécutoire par ou pour tous. Les adhérents doivent obéissance au club d'histoire. Alors, chers amis historiens, merci d'être là ce jour pour soutenir le club, notre club d'histoire, qui fait son petit bonhomme de chemin. Et sur ce, j'aimerais ce jour, pour commencer ce jour de joie, laisser la place au groupe Royal.
Il est enseignant-chercheur au département d'histoire, spécialiste des relations internationales. Sur cette présentation, j'aimerais, chers frères et sœurs, que vous vous mettez debout, 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 que vous vous mettez debout pour acclamer, oui, acclamer, chers frères et sœurs, ce grand homme, oui, ce grand homme qui nous fait l'honneur d'être dans notre département. J'ai nommé cet homme professeur, oui, professeur, je dis bien professeur Camara, oui, professeur Camara Moritier. Merci, professeur, de nous faire un si grand honneur d'être présent parmi nous ce jour. Et je ne peux lancer cette conférence sans présenter le club d'histoire. Je disais tout à l'heure que le club d'histoire Ekanza Simon Pierre de l'université Alassane Ouattara a été mis en place dans le but de rassembler les étudiants, dans le but, après, je dirais, le constat non réjouissant de la situation des étudiants en histoire, avec l'absence au sein du département d'histoire de bibliothèques, de centres de documentation et de cadres d'échange entre étudiants. Le club d'histoire Ekanza Simon Pierre de l'université Alassane Ouattara est une association apolitique, laïque et n'est structurellement liée à aucun syndicat. Son siège est au département d'histoire 6 au campus 2 de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Ses objectifs et ses buts sont les suivants. Dans un premier temps, regrouper au sein d'une même structure tous les étudiants du département d'histoire de l'université Alassane Ouattara, ainsi que tous ceux qui aiment la science autour de la recherche. Créer et renforcer les liens d'amitié et de solidarité, d'entraide entre les adhérents d'une part, l'administration et les autres structures agissant dans le même cadre que le club d'autre part. Apporter en cas de besoin un soutien moral, matériel et financier à tout adhérent. Contribuer enfin à la vulgarisation de la discipline historique, cette discipline noble qui nous permet de connaître le passé de l'humanité. Sur ce, j'aimerais donner la parole aux représentants du département pour dire son mot de bienvenue. Sachez que le contenant est toujours plus grand que le contenu. Et malgré mes mots de remerciement, cela ne saurait suffire. Je laisse donc la parole au contenant. Docteur Kwame Bernard. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Professeur Camara Moritier, enseignant, chercheur, maître de conférence, spécialiste des relations internationales, Monsieur Djoukori Lourouch Serge Pacom Junior, président du club d'histoire Ekanza Simon Pierre de l'université Alassane Ouattara, chers collègues, chers invités, en vos rangs,
grade et qualité, chers étudiants, ce matin, c'est avec une joie exceptionnelle et exponentielle que je prends la parole au nom du professeur Alphonse Ségré Gaudier, enseignant-chercheur, maître de conférence et directeur du département d'histoire de l'université Alassane Ouattara, pour vous traduire les salutations du département. Le professeur Ségré aurait voulu prendre part à cette conférence, mais des contraintes indépendantes de sa volonté l'ont empêché. En effet, hier, il a pris part à une soutenance de thèse à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est rentré très fatigué. Il me charge alors de vous présenter ses excuses. Néanmoins, il m'a laissé quelques mots que je me charge de vous les communiquer. À vous, professeur Camara Moritier, le professeur Ségré, votre collègue et ami, me charge de vous dire merci d'avoir accepté de prononcer cette conférence et de transmettre les apprentissages aux apprenants qui sont les étudiants, lesquels l'apprentissage les aideront à gravir les échelons. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne. Vous êtes un grand homme de science, l'une des références morales et intellectuelles de votre génération, reconnue par tous. C'est pourquoi votre présence dans cet amphi rentrera dans l'histoire du département d'histoire de l'UIAO en général et dans celle du club d'histoire Ekanza Simon-Pierre en particulier. Merci, cher professeur. Quant à vous, chers collègues, le professeur Ségré voudrait vous dire merci pour tout ce que vous faites pour le département. Grâce à vous, aujourd'hui, le département d'histoire est l'une des références de l'université Alassane Ouattara. Le professeur Ségré voudrait vous dire merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous garde. Quant à vous, chers étudiants, avec à votre tête le président du club d'histoire Ekanza Simon-Pierre de l'UIAO, le professeur Alphonse Ségré Gaudier voudrait vous encourager dans toutes vos entreprises et vous souhaiter plein succès dans tout ce que vous entreprenez. Il vous aime, il est de cœur avec vous. À cet effet, voici ce qu'il me charge de vous dire. Chers amis étudiants, merci. J'ai toujours su compter sur votre mobilisation. Assoiffé de la connaissance, vous êtes toujours présents là où se dispense la connaissance. Soyez attentifs aux conférenciers. C'est ce qui m'a chargé de vous dire. Ce matin, la cérémonie qui nous rassemble est la conférence organisée par le club d'histoire autour du thème « La démocratie depuis 1990, entre avancée et l'heure ». Parler de démocratie aujourd'hui, c'est instruire l'opinion publique sur le régime politique dans lequel l'ensemble du peuple dispose du pouvoir souverain. Depuis 1990, ce régime politique a-t-il connu des avancées ou c'est une illusion? La question reste posée. Et la personne ressource habilitée à nous transmettre le savoir, ou du moins la connaissance sur cette question, est le professeur Camara Moritier. C'est pourquoi le professeur Ségré voudrait vous féliciter pour l'initiative. Encore une fois, il voudrait vous remercier pour tout ce que vous faites pour le département. Je ne serai pas long. Je vais m'arrêter là
tout en vous demandant d'être attentifs. Je vous remercie. Bonjour à vous, chers camarades. Nous sommes ici rassemblés ce matin autour du thème la démocratie en Afrique depuis 1990, entre avancée et l'heure. Et comme vous le savez déjà, notre conférencier de ce matin est le professeur Camara Moritier. Nous voudrons déjà vous souhaiter très bonne écoute et que nous puissions vraiment connaître davantage pour savoir l'histoire de l'Afrique encore concernant la démocratie. Je vous remercie. Président de l'Université Alassane Ouattara, Madame la directrice du groupe, Monsieur le directeur scientifique du département d'histoire, Monsieur les enseignants du département d'histoire, Monsieur le chef de département, Monsieur le président du club, chers amis étudiants, en votre rang, grade et qualité, soyez les bienvenus. Et comme nous sommes à Boaké, laissons la place au traditionnel Akouaba. Messieurs, c'est une grande et une très grande joie pour nous de vous accueillir ici ce matin. Ce jour est un jour de joie. Un jour de joie pour le club Histoire. Car aujourd'hui, nous célébrons la toute première conférence publique depuis la réouverture de l'université de Boaké, devenue entre-temps Université Alassane Ouattara. Chers étudiants, chers invités, le Club Histoire est une association qui a pour but de participer à la vie universitaire des étudiants. Et pour atteindre ces objectifs, plusieurs activités ont été menées. Cependant, cette conférence est la première activité qui réunit tous les étudiants et vous tous ici invités. Chers étudiants, laissons la place désormais à la sagesse. Et c'est le moment de m'adresser aux conférenciers. Messieurs, vous dites souvent qu'il y a des gens avec qui on est obligé de travailler et il y a des gens avec qui on a le plaisir de travailler. Nous, au Club d'Histoire, en plus du plaisir, nous avons l'honneur de travailler avec vous. Chers professeurs, avec vous, nous comprenons que le département d'histoire a son propre stylo en main. C'est à nous, enseignants et étudiants, d'écrire notre propre histoire. Et vous, vous venez de rentrer dans l'histoire du club d'histoire et dans l'histoire du département. Jamais des questions se posent. Mais nous vous connaissons et nous sommes certains que toutes les questions que nous nous posons sur l'avancée de la démocratie en Afrique aura aujourd'hui satisfaction. Que Dieu mette sa main dans les lignes que vous avez recensées. Maître, nous vous souhaitons bonne conférence. À vous tous ici présents, nous vous savons très sages. Et nous vous souhaitons bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.
Donc mes premiers mots, c'est des mots de gratitude à toute cette auguste assemblée, tous ces étudiants que je connais, que je ne connais pas assez. Et vous avez entendu tous les mots qui ont été dits à mon endroit et je suis particulièrement sensible à ces mots. Je ne pense pas mériter la moitié des éloges qui ont été faits pour moi, mais je veux dire c'est l'intention qui compte. Donc j'aimerais également commencer par saluer les autorités de l'université, le président, le doyen, les chefs de département, mes collègues qui sont ici présents, les invités qui sont arrivés d'ailleurs. J'ai entendu des titres qui ne sont pas de cette université, et vous tous les étudiants. Merci pour cet accueil, merci pour cet honneur que vous me faites. Vous m'avez choisi pour vous entretenir d'un sujet tellement débattu. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais leur apprendre de nouveau sur ce que c'est que la démocratie. Mais puisque je suis un enseignant, j'ai donc un minimum de pédagogie. Donc, nous avons réfléchi autour d'un thème qui est l'avancée de la démocratie en Afrique. 25 ans après l'installation des régimes multipartites, il était important, avec tout ce que nous constatons aujourd'hui, que nous puissions réfléchir ensemble. Donc, cette conférence est plutôt interactive. C'est un échange que je veux fraternel entre vous et moi. Je vous dirai mon idée sur le thème et le moment de réponse venue. Vous me direz également ce que vous en pensez et je pense que chacun de nous sortira de cette salle plus instruit sur le sujet qu'il est rentré ce matin. Voilà. Cela dit, je souhaite également transmettre les salutations du professeur Secret. Ça a été déjà fait par son représentant, que je remercie. Il m'a également appelé pour me souhaiter bonne conférence. Et je lui ai promis donc de faire honneur au département par rapport à ce sujet. Et il y a aussi le collègue Bamba Mamadou qui est à Paris en ce moment, qui vient de m'appeler il y a 30 minutes, qui vous transmet également ses salutations et qui me charge de vous dire qu'il est d'avis avec tout ce que je vais dire, sans même savoir ce que je vais dire. Voilà, le thème qui nous réunit, donc la démocratie en Afrique depuis 1990. Avancée de l'heure. Nous allons commencer d'abord par expliquer les thèmes de cette conférence. Nous commençons par le mot démocratie. Nous avons toujours su que la démocratie, c'est ce qui nous a été enseigné à l'école, est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est la définition canonique que nous avons. Cette définition, elle a sa propre histoire. Cette définition a été prononcée dans le discours du président Abraham Lincoln en novembre 1863, dans un contexte particulier, parce que nous connaissons aujourd'hui la démocratie, ça a un sens positif. Cela n'a pas été le cas. D'abord, quand vous prenez Aristote et Cicéron, ils ont une définition très péjorative de la démocratie. Parce qu'ils se disent, si la démocratie c'est la décision du peuple, dans le peuple, les pauvres sont plus nombreux, et alors c'est au peuple que reviendra le pouvoir. Alors que tout le monde sait que quand on est pauvre, on a plus à régler dans sa vie quotidienne que de s'occuper d'autres choses. Donc Aristote était donc, comme Cicéron, des gens qui n'avaient pas une bonne opinion de ce que c'est que la démocratie. Et c'est la même chose également en Amérique, dans
entre le 17 et 18e siècle, c'est-à-dire à l'époque de la guerre d'indépendance. Les présidents que nous connaissons comme George Washington et ceux qui les ont suivis, comme Thomas Jefferson, avaient également une mauvaise idée de la démocratie. Lorsqu'ils disaient démocrate, c'était pour désigner leurs adversaires. C'est un démocrate, ça veut dire c'est quelqu'un qui veut tout changer, quelqu'un qui est radical, etc., etc. Donc il faut attendre 1773 avec l'élection de Jefferson pour que le premier démocrate puisse être installé au pouvoir. Donc c'est dans ce cas que Abraham Lincoln, qui donc dans son discours de Gettysburg a dit « N'ayons pas peur de la démocratie, parce que la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Voilà, pour résumer, l'histoire de cette définition qu'on nous sert depuis que nous sommes à l'école primaire. Mais qu'est-ce que la démocratie en elle-même, maintenant que nous connaissons la définition? Donc c'est un régime politique dans lequel le peuple prend l'initiative de se gouverner lui-même. Et Athènes, qui est la référence première de la démocratie, c'était une démocratie directe. C'est-à-dire les Athéniens, les citoyens, c'est-à-dire ceux qui avaient l'âge, ceux qui n'étaient pas esclaves, qui n'étaient pas des femmes et qui pouvaient porter des armes, se réunissaient tous dans l'agora pour décider. Donc imaginez une assemblée de 5000 à 6000 personnes qui se tient du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, parce que les votes étaient en main levée. On se dit, si il n'y a pas de soleil, on ne peut pas comptabiliser ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Voilà comment se passait la démocratie à Athènes, c'est-à-dire une démocratie directe. Et cette forme de gouvernement va disparaître dans l'histoire. Plus de 1000 ans. On nous dit que la démocratie n'a pas totalement disparu parce qu'en Europe, dans les villages étaient gérés par des mécanismes qui pouvaient être assimilés à la démocratie. Mais nous parlons de la démocratie à un niveau beaucoup plus grand que le niveau d'un village ou d'un campement. Et la démocratie réapparaît sur la scène internationale, la scène publique, à l'occasion de la Révolution française de 1789 et également de la guerre d'indépendance que les 13 États du Nord vont faire contre la Grande-Bretagne pour se libérer du joug de la Grande-Bretagne. Et nous, ici en Afrique, la démocratie, c'est un héritage de la colonisation. J'ai des collègues ici qui font l'histoire des institutions. Nous avions des manières de gérer nos affaires dans nos villages, qui peuvent être assimilés à la démocratie, à la tyrannie ou à toute autre forme de gouvernement. Mais la démocratie, dans l'entendement contemporain que nous avons, est donc un héritage de la colonisation. Ça, c'est pour le terme de la démocratie. Pourquoi parlons-nous de l'Afrique? Pourquoi nous voulons observer ce mode de gouvernement en Afrique? Une étude canadienne qui est apparue en 1990 disait que 3/4 des guerres qui se passent maintenant sont des guerres internes, c'est-à-dire ce n'est pas deux pays qui se battent, mais c'est des peuples qui se battent à l'intérieur de leurs propres frontières. Et ces guerres représentaient à peu près 85% des victimes recensées dans le monde depuis 1950 jusqu'à la date de publication de cette étude en 1990. Et à cette époque, l'Afrique était donc classée derrière l'Asie en seconde position. Mais comme je l'ai dit, c'était avant toutes les guerres que nous avons connues depuis 1990. Donc nous avions les guerres du Libéria. Comme on le dit, ce n'est pas une seule guerre. Donc la première guerre, la deuxième guerre du Libéria. Nous avons la guerre de Sierra Leone,
Nous avons la guerre civile en Djibouti. Toutes les guerres que je cite sont des guerres civiles, donc nul besoin de dire guerre civile. Congo-Brazzaville, Congo démocratique, première guerre, deuxième guerre, génocide au Rwanda, guerre civile en Guinée-Bissau, en Centrafrique, au Tchad, au Kenya, en Côte d'Ivoire. Toutes ces guerres donc, sont venues changer les statistiques qui avaient été faites en 1990. Désormais, l'Afrique est la première terre où il y a des guerres civiles et totalise à elle seule presque 45% des victimes. Nous nous sommes demandé pourquoi toutes ces guerres qu'on vient de citer sont liées directement ou indirectement à la gestion du pouvoir politique. On s'est dit, avant 1990, nous avions uniquement des partis uniques dans la majorité des pays africains. Parce que là également, ça a son histoire. Nous savons que nos pays hérités de la colonisation sont des conglomérats de tribus, de langues, d'ethnies, etc., etc. Donc, il n'y avait pas d'éléments pour exprimer la solidarité nationale. Les dirigeants, les premiers dirigeants ont dit donc, le parti unique peut être le creuset de l'unité nationale. Si déjà en 60, nous avons beaucoup de partis politiques, des populations qui réfléchissaient encore en ethnie, en tribus, vont faire bloc derrière celui qui représente les tribus ou dont ils pensent représenter les tribus. Donc il fallait d'abord le parti unique, de sorte que si nous arrivons à sortir de tous ces peuples une nation, nous serons prêts donc à la démocratie, à l'opinion plurielle. Chacun peut avoir son idée sur cette question. Moi, par contre, quand je vois que depuis 90, il y a tant de tueries, je me dis que ces pionniers-là ont bien eu raison. S'ils avaient laissé le jeu politique ouvert en 1960, avec la mentalité que nous avions, ça serait encore pire. 30 ans, 40 ans, voyons comment nous réagissons, même aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela que nous avons pensé qu'il était bon de pouvoir parler de l'Afrique. Donc 1990 également, c'est l'année de l'ouverture. Vous savez, le thème générique, le vent de l'Est qui a fait tomber toutes les dictatures communistes en Europe et qui a soufflé également sur le continent africain, à l'exception de l'Afrique du Nord, parce qu'il y a eu des bouleversements. Ce n'est pas aujourd'hui le sujet. L'Afrique du Nord, vous avez vu, c'est en 2011 qu'il fallait attendre pour que le printemps arabe puisse dégager tous les dictateurs qui étaient là. Mais en Afrique subsaharienne, depuis 90 quand même, il y a eu des évolutions. C'est-à-dire les partis uniques ont accepté la compétition multipartite et ont ouvert le jeu politique. Donc il y a eu plusieurs expressions, donc c'est pour cela que nous prenons la date de 1990. Ensuite, quand on dit une avancée, c'est un mouvement à l'avant, c'est-à-dire dans le sens de améliorer, c'est-à-dire quitter d'un point A pour aller à un point B. Puisque la démocratie en 1990 c'était un point d'horizon. Il fallait aller vers ce point d'horizon. D'autres ont dit on n'était pas encore prêt, on dit allons, commençons un jour, et au fur et à mesure nous allons avancer. Donc nous allons voir est-ce que nous avons assez avancé 25 ans plus tard vers ce point d'horizon, ou bien sommes-nous encore au point zéro, comme nous l'étions par exemple en Côte d'Ivoire en avril 90, lorsque le PDCI s'est réuni, je pense le 30 avril, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est une date anniversaire pour l'ouverture politique de la Côte d'Ivoire. Je n'ose pas encore dire la démocratie parce que je ne sais pas. À la fin, on pourra se prononcer dessus. Donc voilà pour la notion d'avancée. Donc je voulais savoir, est-ce que nous avons fait un pas? Un leurre, c'est un oiseau en paille
que les agriculteurs mettent pour pouvoir tromper les autres oiseaux de sorte à pouvoir les arrêter. C'est donc un écran de fumée. C'est donc quelque chose qu'on prend pour tromper. C'est donc qu'on vous donne quelque chose pour autre chose. Donc voilà, honorable auditeur, comment j'entends mener donc cette conférence, parce que je souhaitais d'abord que nous soyons sûrs de tous les thèmes que j'allais utiliser, de sorte que ça ne crée pas des malentendus. Cela dit, excusez-moi, qu'est-ce que nous constatons depuis 1990? Tous les combats qui ont été menés par les uns et les autres, les partis politiques, les syndicats, les universitaires, ont été pour que, dans la désignation de leurs représentants, nous puissions avoir l'utilisation des bulletins uniques. C'était l'une des premières préoccupations de toutes les conférences nationales qui ont eu lieu dans différents pays. Ici en Côte d'Ivoire, on n'en a pas eu, mais au Congo démocratique, au Togo, au Bénin, etc. Il y a eu ces conférences nationales. Et les intellectuels et les nouveaux partis politiques qui rentraient dans la compétition ont donc remué ciel et terre pour qu'on puisse avoir l'utilisation du bulletin unique pour empêcher l'achat de conscience. Parce qu'avant, quand j'avais un bulletin blanc, vous avez un bulletin rose, si quelqu'un sort avec le bulletin rose, c'est-à-dire de mon adversaire, je lui donne de l'argent. C'est-à-dire c'est sûr que c'est le mien qu'il a mis dans l'huile. C'était pour empêcher cela, et cela a été attendu. Une autre lutte encore qui a été menée, c'est la mise en place des commissions électorales indépendantes. Parce que l'État appartenait, je pense que dans beaucoup de cas encore appartient à ceux qui le dirigent, ce qui est une aberration juridique. Donc les gens se sont dit, nous n'avons pas confiance en l'État pour organiser des élections, parce qu'il se mettra toujours du côté de ceux qui le dirigent. Donc il faut des commissions nationales indépendantes. Dans beaucoup de pays également, cela a été un acquis. Donc pour la confiance dans tout le processus du vote. Ensuite, on a demandé qu'il y ait des urnes transparentes. Parce que souvent les urnes qui étaient non transparentes venaient déjà bourrer des bulletins de X, et 2 ou 3 mettaient d'autres bulletins et puis on proclamait les résultats. Maintenant, partout en Afrique, nous avons des bulletins transparents. On a également lutté pour qu'on ait de l'encre indélébile, pour empêcher que quelqu'un puisse voter 2 ou 3 fois pour la même élection et pour la même personne. Et cela a été également fait. Nous avons vu également des luttes qui ont été pour qu'il y ait des observateurs nationaux ou étrangers à tous les scrutins, de sorte à pouvoir juger de leur crédibilité, etc., etc. Vous voyez à chaque fois qu'il y a une élection, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Union ceci et cela, tout le monde envoie des gens qui viennent, qui font leur rapport et qui disent l'élection a été, c'est vrai, il y a eu quelques petits problèmes, mais ça n'entache pas la sincérité du vote, etc. Donc tout ça pour rassurer les gens. Ensuite, les nouveaux partis politiques qui naissent sont portés essentiellement par les jeunes qui n'ont pas connu la colonisation et donc qui ne sont pas comptables des pères de la nation, etc., où les vieux sont extrêmement fidèles dans leur vote parce que celui-ci, c'est lui qui nous a libérés du blanc, etc. Donc les partis politiques ont demandé qu'on rabaisse l'âge du vote à 18 ans ou à 16 ans dans d'autres pays pour que la jeunesse qui pense être un vivier politique pour eux puisse prendre part au vote, et cela a également été fait dans tout le pays. Ensuite, on a demandé qu'il y ait plus de transparence dans le recensement
et la mise en place de la liste électorale. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ceux qui sont morts ou ceux qui n'ont pas droit puissent figurer sur ces listes. Il y a encore des problèmes, mais je pense que beaucoup d'éléments ont été faits dans cette zone-là. Donc ensuite, on a demandé le transport des urnes, des lieux de vote au lieu de décompte ou de comptabilisation des votes. Tout cela, ce sont des éléments qui ont été faits. Mais si vous regardez tous ces éléments que je viens de citer, ce sont des éléments qui sont extrêmement et intimement liés aux élections. Donc c'est ça le problème de l'Afrique. C'est-à-dire, nous avons confondu la démocratie et les élections. Donc toutes les luttes qui ont été menées, ce sont des luttes pour les élections et non pour la démocratie. Et c'est ça le fond de ma pensée. Donc voilà l'élément principal. On a négligé les principes de la démocratie, c'est-à-dire l'existence d'un état de droit, l'existence de la liberté de conscience, des institutions équilibrées qui empêchent le pouvoir personnel. Donc tous nos intellectuels ont lutté depuis 25 ans pour les élections et non pour la démocratie. C'est-à-dire nous sommes dans une ère multipartite avec des institutions du parti unique. Et en Côte d'Ivoire, nous avons l'exemple type. La constitution qui court encore en 2000, il a été question de modifier, mais tout le monde sait qu'est-ce que les gens ont modifié. C'était les articles qui portaient sur le sort des personnes. Mais le fond de la constitution est resté. Donc la même constitution a été conçue par le président Houphouët-Boigny à sa dimension. Houphouët-Boigny lui-même était une institution. Donc il a fait une constitution, n'est-ce pas, qui répond à cette réalité. Et c'est la même constitution qui est là, alors que nous ne sommes plus dans le temps du parti unique. Personne n'a demandé qu'on puisse mettre à niveau les institutions, qu'on puisse interroger est-ce que nous sommes dans un état de droit ou non. Nous avons concentré toute notre énergie à lutter pour les élections. Et sur ce point, nous avons fait de grands pas. Mais malheureusement, la démocratie, par rapport à ces principes, attend toujours d'aller vers ce point d'horizon. Donc, quelles sont les conséquences de cette lutte pour les élections et non la démocratie sur nos États? Il y a d'abord les éléments pour mobiliser les électeurs. Puisque nous ne sommes pas démocrates dans de vraies démocraties, donc les ferments de mobilisation sont des ferments identitaires, des ferments religieux, des ferments communautaires. Je suis X parce qu'il est de mon ethnie, je suis Y parce qu'on est de la même religion, je suis celui-ci parce qu'on est de la même religion, etc. Alors que la démocratie se bâtit dans la controverse, c'est-à-dire la controverse des idées. Je pense que gouverner la Côte d'Ivoire serait mieux en prenant cette voie. Vous pensez non, c'est plutôt cette voie. Nous débattons et ceux qui nous suivent décident. Celui-là a raison, je lui donne mes voix, et celui-là a tort, je ne vote pas pour lui. Mais cela n'a pas été fait. Donc les ferments de la mobilisation de nos électeurs sont des ferments communautaires, des ferments ethniques. Et vous voyez, quand il y a la guerre dans les pays et que ce sont les guerres civiles, c'est un groupe ethnique qui regroupe autour de lui les petits ethniques qui sont solidaires contre
tel autre groupe, etc. Le troisième élément de cette obsession pour les élections et non la démocratie, c'est l'instabilité de ce qu'on appelle constitution et que moi je nomme plutôt loi fondamentale. Nous n'avons pas de constitution, nous avons des lois fondamentales. Une constitution n'est pas forcément, pardon, une loi fondamentale n'est pas forcément une constitution, bien qu'une constitution soit forcément une loi fondamentale. Une constitution, c'est quoi? Ce sont des principes et des valeurs impersonnelles qui, dans la hiérarchie des normes, est au-dessus de toutes les autres normes. Et on s'y conforme tant que ces prérogatives sont en vigueur. Et une loi fondamentale, c'est une référence, comme dans nos villages, quand le roi meurt, c'est une vieille femme qui décide, dans tel cas, c'est son cousin, c'est son neveu, etc., etc. On peut aménager cette loi selon la configuration à laquelle on doit faire face, etc. C'est ce qu'on appelle donc les lois fondamentales. En Europe, c'était la même chose avant la Révolution française. Mais lorsqu'il y a eu la Révolution française et la naissance des États-nations, il était important d'écrire des textes qui allaient pouvoir régir le fonctionnement de ces États-là. Et nous également, la Constitution, c'est un héritage que nous avons reçu de la colonisation, mais nous n'avons pas pu intégrer la philosophie qui sous-tend ces textes. Ces textes sont là simplement pour un ornement, surtout que dit la session de l'Assemblée nationale s'ouvre chaque premier vendredi de tel mois, etc. On s'y réfère quand on veut, mais après on ne se réfère pas. Et vous voyez, tous les présidents qui touchent la Constitution, quels sont les articles qu'ils manipulent? Ce sont les articles liés aux élections. Soit les conditions pour un candidat. Nous avons ici l'article 35 qui a causé la mort de tellement d'Ivoiriens et que tout le monde a critiqué. Mais quand le pouvoir a changé, on a oublié qu'on avait critiqué. Parce que l'objectif était donc atteint. L'objectif c'était, comme il a dit, pousse-toi que je m'y mette. Quand on manipule la Constitution, c'est quoi? C'est pour permettre au président qui a déjà fait 35 ans au pouvoir d'aller encore pour un bail de 5 ans. Quand on manipule la Constitution, c'est pour empêcher que celui qu'on ne veut pas, qui se présente, puisse le faire. Et on va dire, ce n'est pas moi qui ai fait, c'est la loi qui l'a dit. Nous avons vu ici le texte de l'article 35. Aucun président n'a touché à la Constitution pour donner plus de pouvoir au peuple, pour donner plus de liberté au peuple, pour équilibrer les institutions. C'est toujours manipuler pour rester au pouvoir ou empêcher que ceux qui veulent entrer dans le bois sacré n'y parviennent. Ensuite, le dernier élément, nous ne sommes pas dans des états de droit. Ça, c'est le premier élément. Alors que l'état de droit, c'est le socle même de la démocratie. Donc, nous n'avons pas renforcé la déontologie de la vie publique. On préfère trouver des palliatifs à cela. Et dans le domaine économique, par exemple, nous avons ce qu'on appelle le droit des affaires. Et je disais à quelqu'un, si nos États avaient fait ne serait-ce que le tiers des réformes qu'ils ont faites dans le cadre du droit des affaires, il ferait bon vivre en Afrique qu'en Europe ou aux États-Unis. Parce qu'ils ont pris toutes les mesures. Chaque 3 mois, il y a des réunions au niveau des présidents de la République, des chefs de gouvernement, des ministres des Finances et de Justice pour améliorer l'environnement du droit des affaires. De sorte que celui qui vient investir, il n'ait aucun obstacle. Si vous vous souvenez du cours que nous avons fait sur la décolonisation, c'est dans le même esprit. La colonie ne devait rien coûter à la métropole, mais elle devait tout lui rapporter. Et comme les gens ne sont plus là maintenant,
ils nous obligent à prendre des lois qui favorisent leurs investissements et le rapatriement des bénéfices. Et nos États y travaillent. Aujourd'hui, les lois qui sont les plus exemplaires dans nos pays sont les lois qui sont liées à l'environnement des affaires. Pourquoi ne pas le faire pour les droits de l'homme? Pourquoi ne pas le faire pour le peuple tout court? Donc, vous voyez, tout ça, c'est la conséquence de cette confusion cultivée, je le dis, entre démocratie et élection. Finalement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Quel est le critère pour dire qu'un pays est démocratique en Afrique? On ne sait pas. Avant, lorsqu'il y avait un candidat qui n'était pas celui du parti au pouvoir, on dit nous sommes en démocratie. La presse étrangère en parle sur toutes les radios. Après, on a vu que cela n'était pas suffisant parce que les anciens chefs d'État arrivaient quand même à se maintenir. Ensuite, on a dit, si un président organise une élection et qu'il perd, c'est la démocratie. Absolument. Parce que si ce n'était pas la démocratie, il n'allait pas perdre, etc., etc. On a pris cette définition. Maintenant, pour être démocratique, une élection ne doit causer la mort de personne. S'il y a une élection et que personne n'est mort ou n'a eu de la fièvre, c'est forcément une élection démocratique. N'importe quoi. Ou bien nous avons des éléments qui nous permettent de pouvoir identifier l'existence ou la non-existence de la démocratie, mais on ne peut pas aller dans la confusion, palier après palier, etc. Après on dira si vous organisez vos élections le lundi et que les gens ne vont pas au bureau, ils viennent voter, vous êtes un pays démocratique. On peut le dire. Et peut-être que ça va arriver. Donc voilà tous les éléments qu'il y a depuis 1990. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails parce que je suppose que dans le temps des échanges, vous poserez peut-être des questions et on va répondre précisément à ceci ou à cela. Mais je voudrais vous donner des pistes, à mon sens, qui auraient pu permettre à la démocratie de faire une grande avancée dans nos contrées. Il y a d'abord la remise du pouvoir au peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut renforcer les prérogatives du Parlement. L'Assemblée nationale en démocratie, c'est la première des institutions, la plus importante. Il faut lui donner donc plus de présence dans la gestion des affaires et non être une chambre d'enregistrement de tous les vœux de l'exécutif. Ça, c'est donc le premier élément qu'il faille faire. Ensuite, il faut établir de véritables états de droit. C'est un défi. Nous ne sommes pas en Afrique dans les états de droit. Et puisque les Occidentaux l'ont compris, on dit, si on veut suivre cela, on va durer. Donc, prenons la partie qui nous intéresse, le droit des affaires, et obligeons-les plutôt à faire des réformes qui vont dans le sens, le reste. Donc, l'état de droit signifie quoi? Nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est le principe que les juristes utilisent donc pour dire que nous sommes dans un état de droit. Donc, un état de droit, les activités de tous, publics ou privés, sont encadrées et sanctionnables. C'est-à-dire, si vous êtes un ministre et que vous avez utilisé l'argent, comme vous avez dit, pour rénover une maison, pour faire autre chose, on doit pouvoir vous sanctionner. Mais vous volez 40 milliards, on vous laisse tranquille, et le pauvre qui vole un pain au marché, on l'enferme 10 ans. Non. Tout doit être sanctionné par la loi. Donc, tant qu'il n'y a pas cela, nous ne sommes pas donc dans l'état de droit. Donc l'état de droit également s'oppose à ce qu'on appelle l'état arbitraire. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir peuvent tout faire et ceux qui ne le sont pas ne font rien.
Nous, c'est comme ça en Afrique. Quand quelqu'un est au pouvoir, il est cousu de vertu. Il n'a aucun défaut, il ne commet aucun crime. Lorsqu'il perd le pouvoir, les dossiers sortent. Voilà pourquoi les gens ont peur de quitter le pouvoir, parce que quand vous êtes au pouvoir, vous êtes blanc comme neige. Lorsque vous partez le lendemain, vous avez volé ceci, vous avez tué celui-ci, etc. Si vous ne fuyez pas votre pays, vous allez en prison. Ce n'est pas ça. Donc il faut pouvoir travailler à cela. Et la garantie de l'état de droit, comme j'ai dit, c'est le respect de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire entre la Constitution, la loi, les conventions internationales, les décrets, etc. La Constitution vient au-dessus. Donc si on se donne une Constitution, tant qu'on n'a pas changé les termes de cette Constitution, il faut qu'on respecte cette Constitution. Pas lorsqu'il y a une élection, on réunit une assemblée où on fait un référendum pour changer, que le président puisse se renouveler indéfiniment, ou changer l'âge pour correspondre à l'âge de celui qui est là ou celui qu'on ne veut pas qu'il vienne, etc. Donc ce n'est pas ça. Donc il faut forcément installer un état de droit. Ensuite, comme je le dis, il faut mettre en place de véritables constitutions. Abandonnons nos lois fondamentales et construisons de véritables constitutions. Vous savez que quand nous prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, nous sommes passés du monopartisme au multipartisme par une simple décision du bureau politique du PDCI. Il s'est réuni le 30 avril 1990 qui a dit d'accord. Nous avons dans la Constitution l'article 7 qui parle de plusieurs partis. Activons cet article. Et c'est tout. Le soir, on a lu le communiqué à la télévision et on est passé dans le multipartisme, sans toucher une autre virgule de la Constitution. Alors que cette Constitution qui était là depuis 1961 a été conçue pour gérer la Côte d'Ivoire avec un seul parti. Donc voilà. Ensuite, en tant que bon pédagogue, il faut mettre ensemble, il faut mettre des mécanismes pour faire la promotion de la démocratie. Par exemple, ce genre de rencontre, je ne dis pas que ce que je dis c'est totalement exact, mais c'est un débat. C'est mon point de vue. Tout à l'heure, d'autres diront d'autres choses, et je l'espère, mais c'est comme ça. De la rencontre de nos idées peut sortir une idée peut-être consensuelle sur laquelle chacun va se mettre d'accord. Il faut donc créer, il faut faire la pédagogie, il faut faire la didactique de la démocratie. Expliquons aux gens que la démocratie ne correspond pas aux élections. Les élections sont un élément important de la démocratie, mais ne résument pas la démocratie. Vous savez, par exemple, quand on parle, un seul exemple de commission électorale indépendante. Mais ces commissions ont tout sauf indépendantes. Vous n'avez pas confiance à l'État parce que vous pensez que l'État va confronter contre vous. Et vous mettez une commission où il n'y a que les représentants des partis politiques. Mais si moi je suis allé dans cette commission au titre du parti B, pensez-vous que je vais travailler contre les intérêts du parti B à l'intérieur de cette commission? Pas du tout. Absolument. Nous avons vu à la télévision ici, lorsque un commissaire a arraché les épreuves de la main de son collègue et l'a déchiré parce que cette épreuve portait des informations qui n'arrangeaient pas son camp. Donc les commissions indépendantes sont toutes sauf indépendantes. Ce sont des institutions inutiles qui prennent de l'argent et je pense qu'il faut les remplacer en travaillant à mettre l'état de droit. On dira à un fonctionnaire, votre loyauté va à l'État et non à l'individu qui gouverne cet État. C'est tout. C'est-à-dire, si je suis dans le ministère de l'Intérieur et que vous avez perdu, vous êtes mon ministre, je viendrai à la maison vous dire le ministre a perdu. Pas que je sois contre vous, mais parce que c'est ce que je dis. Et en le disant, je n'ai pas de cas de conscience. Parce que ma loyauté va à l'État qui m'a demandé un travail et je le fais. Tant qu'il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de démocratie. Il ne faudrait pas qu'on se leurre ici. Les gens pourront vous dire ce qu'ils peuvent vous dire, mais il n'y aura pas de démocratie. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels il faut
insister. Donc voilà, j'avais préparé un speech, mais je pense que c'est inutile de pouvoir vous ensommer avec toutes ces théories assez lourdes. Je pense avoir dit l'essentiel qui puisse nous permettre qui puisse être la base de la discussion que je souhaite vraiment fraternelle et fructueuse. Voilà, Monsieur le Président, professeur, puisque vous êtes le représentant du chef du département. Ce que je voulais dire en introduction de cette conférence, pour lancer le débat, je vous remercie. Et chers professeurs, nous avons bénéficié aujourd'hui d'une bonne ombre. Et chers amis historiens, si vous avez bénéficié de cette bonne ombre, j'aimerais qu'on fasse un standing ovation pour le professeur Camara Moritier a été professeur d'histoire-géographie à l'UNESCO de Vriti, assistant administratif et chef de secrétariat de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Abidjan. Il est enseignant-chercheur au département d'histoire, spécialiste en relations internationales, et à cet effet, il a été promu au grade de maître de conférence en 2015. Merci. Chaque travail mérite sa bière, n'est-ce pas? Absolument, n'est-ce pas? Et j'aimerais dire ce matin que chaque bonne écoute mérite sa distraction. J'aimerais appeler M. Bamba Siafa. Bamba Siafa, s'il est là, étudiant en licence 2. C'est un talent du département. Merci. Applaudissez pour moi là-bas. Normalement on dit, mesdames, messieurs, amis spectateurs, veuillez applaudir l'humoriste le plus talentueux, le plus extraordinaire, et c'est lui-même qui dit la vérité sur cette planète, son excellence Bambino, que j'aimerais qu'on applaudisse très fort. Voilà, c'est vrai qu'il devrait m'annoncer, mais ouais, parce qu'on n'a plus rien à prouver. Bien. Bon, Eri, avant de commencer là, excusez-moi, chacun va prendre ses points. C'est comme ça. Bonjour maître, je suis Bamba Siafa, étudiant en licence 2. Mon cher, relation est mieux que diplôme. On sait jamais. Voilà. Vous êtes nombreux ce matin, vous êtes nombreux, sincèrement. Nombreux est petit pour vous. Vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup. Ça me rappelle quand j'étais étudiant à l'université de Boston, plus précisément au Ghana. Il y a quoi? Ce sont mes études supérieures ou bien vos études supérieures? Donc on était assis comme ça en amphi, quand soudain on nous a dit qu'il y a un docteur qui devrait nous faire un cours très important. Donc on était assis et puis le monsieur il est arrivé. Il est arrivé, donc bien sapé là. On est là, on est parti, on dit mais c'est qui ça? On ne sait jamais. Donc chacun prend ses points d'assises. Le monsieur il vient, il dit bon, chers étudiants, avant de parler du cours à proprement dit, je vais procéder par vous poser une très petite question. Comme tu un gros cabri, un cabri vraiment énorme, qu'est-ce qu'on trouve beaucoup là-dedans? Il faut voir les étudiants. Mon monsieur, il dit oui, toi, monsieur, il y a la chair. Il dit bon, écoutez, plus important que ça. Moi, monsieur, la vie, laissez-moi. Et oui, toi, monsieur, les os. Il dit oh merde, plus important que ça. Moi, monsieur. Oui, toi.
Intestin. Oh, merde à la fête. Plus important que ça. Oh, monsieur. Et un Yacouba qui était assis dans la foule. Il y a un Yacouba qui était assis dans la foule. Monsieur. On dit, oui, toi. Monsieur, il y a la Grèce. Le professeur dit, très bien. Aujourd'hui, nous allons voir la Grèce antique. Le temps de finir d'écrire le titre du coup au tableau, il regarde derrière lui, il n'y a plus personne dans la salle. Sauf une fille. Elle dit, ma fille. Et les autres, ils sont partis. Moi, monsieur, je suis resté là, c'est parce que je suis handicapé. Il y a un mon petit frère pour donc, vraiment, les gens sont formidables. Ah, ouais. Mais ce qui m'a beaucoup plu à Boaké ici, à Boaké pendant la fête des Pâques, on ne sait pas si la Pâque est dédiée à l'alcool ou bien à Dieu. Vraiment. Le jour de la fête, j'ai vu trois messieurs. Mais ce n'était pas facile. Il faut les voir. Le premier, celui qui était devant, il marche à ralenti. Son ami lui demande, mais Yao, pourquoi tu marches comme ça? Il dit, mon joueur, quand je marche normalement, la terre file en bas de moi. Donc je fais un ralenti. Son ami dit, ah, il était dit où? Ça va, il marche en marche arrière. Mais c'est rien. Et le troisième, lui quand il marche devant, quand il fait normalement, il tombe. Quand il fait en marche arrière aussi, il tombe. Lui, il a trouvé sa solution. Maintenant, il marche sur le côté. Alors, mon frère, ça comment il dit, ouais, ça va. Ouais, applaudissez pour les bois. Ils sont bien, c'est que moi j'ai remarqué tous ceux qui prennent la parole ici là. J'ai un bout de papier, donc moi aussi j'ai un bout de papier. J'ai dit la vérité par chapitre. C'est par chapitre. Bien, chapitre 3, les étudiants. Applaudissez pour vous-même. Non, moi ce qui me plaît chez l'étudiant, malgré ses problèmes, ses difficultés, ses vicissitudes et ses dommages, il continue de chercher par où. C'est très dangereux. Il est très dangereux. Quand l'étudiant croise la go, quand il voit la go, moi je suis pas étudiant, moi je suis à peu près. Moi je suis venu chercher à manger. Donc quand l'étudiant voit la go, il applique l'ancienne formule. Il fait semblant de dépasser la go. Et puis tout doucement il laisse tomber sa carte. Quand la go voit la carte, elle connaît rien, c'est une go du là. Donc quand elle voit la carte, comment elle aussi? Eh, tu vas faire? Pardon, ta carte magnétique est tombée. L'étudiant fait son malin maintenant. Il dit, bon, bah, écoutez, c'est comme ça, il me fatigue cette foutue carte. Mais là, il applique la technique d'approche. Quand il approche la go, mais vraiment, l'étudiant c'est quelqu'un qui a là oratoire. Ah ouais. Quand il a approché la go n'a pas pu parler. Sauf absolument. Elle disait seulement absolument. Donc on va faire la scène. Vous êtes la go, moi je suis l'étudiant. Ça va? Bien. Le gars il regarde la go, il approche. Il dit chérie, sais-tu que ton parfum m'inspire comme l'odeur de la grillade des poissons du campus 2 aux environs de 11 h? Et il plante encore. Il dit bébé, sais-tu que ton teint est ciré comme un logo de 16 h grillé à l'huile de palme? Mon amour, à ce moment là, vous fait un petit sourire. Il dit bébé, continue de sourire car tu as des dents blanches comme des carreaux de sucre en provenance des complexes sucriers de Côte d'Ivoire.
La go est brisée, elle est épatée, voire même versée. Et là, elle fait semblant, comme d'habitude, de ne rien comprendre. Elle veut partir, mais elle fait son petit malin. Elle bouge tout le Niamantos servant de gyrophare. Ouais, ça démarche. Donc le gars a remarqué, l'étudiant remarque tout le postérieur fantastique. Et là, il interpelle encore la go. Chérie, tu peux partir, mais sache que tu as un derrière évolutif et plein d'amour comme le monde est bas. Et tu es dangereux, ils sont dangereux, mais il faut regarder, le lendemain quand il appelle la go, c'est là la go, elle va montrer à toute l'humanité qu'elle a eu beaucoup pointeur. Allô? Oui, c'est toi qui m'as breaké hier là, non? Hein? Pardon, il faut me donner un peu de temps, je vais me réfléchir. Très dangereux. Non, c'est pas facile. Je me rappelle encore, vous êtes là, non? Non, non, je suis le seul qui dit la vérité. Ça va aller, ça peut aller? Ça peut aller. Voilà. Donc il y avait un vieux BT à côté de ma cour. Non, c'est un vieux BT, il y a quoi? Il était là. Donc le vieux, très sévère, mais il avait des jolies filles, Comme on avait peur de lui, on était dans le coin. Et là, un jour, il y a un petit chinois qui a pointé derrière la plus grande. Le petit chinois, il dit ça, toujours bien ciré, il arrive. Puis il contrecarre la cour à côté de la clôture. Quand le vieux voit ça, il est gris. Il dit, mais les Chines tombent là même, ils ont les foutaises, hein. Ils ont les foutaises. Un jour, il est venu, il dit, petit, je t'appréviens. Si encore je te vois ici, je vais te casser la figure. Le petit, il est fort. Vous savez que l'amour s'impose à nous. Donc, chaque fois, le petit est sur le terrain. Mais un jour, le vieux est venu. Quand il a supprimé les deux, il dit, bon, aujourd'hui, je vais te montrer que pété. Nous pété, moi du Guesseri, c'est moi qui est là. Il a giflé sa fille d'abord, elle est partie. Il a attrapé le jeune chinois, serré son cou. Mais vous connaissez les jeunes chinois. Il n'y a pas son petit. Ah, mon cher, il n'y a pas son petit. Lui aussi, il a attrapé le vieux. Donner 2 coups de tête d'abord, procéder par donner 3 coups de pied avant de donner 3 coups de poing, coucher le vieux, soulever, coucher encore. Il faut voir les familles du quartier. Qu'est-ce qui se passe? Les gars sont venus beaucoup, mais tellement le petit était inspiré. Il prend le vieux, soulève le vieux, il saute la couture, descend dans la couture. Il est sur le vieux. On dit, mais apportez le marteau, brûlez, bois, on va casser. Partez avec Adina sur la couture. Le temps d'apporter le marteau, brûlez, bois, il est sur le vieux. On casse, on rentre. Il prend encore le vieux, il saute la couture, il descend, il est dehors. Les gens qui sortent, ils ne peuvent pas sauter la clôture. Ils sortent par la porte. Ils viennent, ils prennent le vieux, ils rentrent dedans. Là, le vieux est rentré dans tous ses états. Il dit, mais tu es bête ou quoi? Tu n'as qu'à faire 2 coups. Un coup, tu n'as qu'à laisser dehors. Un coup, tu vas laisser dedans. Oh là là! Monsieur, je m'en vais. Mais voici ce qui s'est passé ce matin. Tout à l'heure. Je venais au campus quand soudain, un étudiant, je ne sais pas ce qu'il avait mangé, mais il appelle son taxi-bête. Allô? Mais attends, c'est quoi ça? C'est quelle bouteille ça? Je n'aime pas les trucs comme ça. Ça fait 3 fois qu'il t'appelle, j'ai fait transfert 3 fois. Je t'appelle, je t'ai dit qu'il y a oublié mes 75 dans ton truc. Il faut que revenir à mon agent. Il y a quel problème? Vraiment, je vous remercie. Soyez bienvenus et que la fête soit bien précise.